Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Angélique, je suis passionnée de littérature, de philosophie et de lecture en général. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'ouvrir une chaîne pour pouvoir en discuter avec d'autres personnes, partager certains ressentis, certaines critiques sur certains livres. Donc voilà, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous y plairez. Brièvement, je pense que je peux commencer par parler un peu de ce que j'aimerais faire sur cette chaîne en sachant que c'est pas définitif, que c'est amené à évoluer au gré de mes envies et des envies des personnes qui regardent ces vidéos. Donc j'aimerais bien proposer déjà un contenu booktube assez classique de meilleure lecture, de lecture récente, de déception, enfin tout ce genre de contenu. À côté de ça, j'aimerais bien également proposer des vidéos un peu plus travaillées, on va dire, qui demanderaient un peu plus de préparation sur certains thèmes, sur certains auteurs ou autrices, sur certains sujets, sur même parfois une œuvre. Donc voilà, et un troisième contenu que j'aimerais bien proposer, que j'ai pas vraiment vu sur Booktube et qui me semble pourtant être assez riche et pertinent, ce sont des espèces de dialogues avec d'autres personnes parce que en fait, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui lisent des choses très différentes, qui font des études très variées, ce qui les amène à étudier des œuvres très spécifiques que je ne connais pas nécessairement, et j'ai l'impression qu'un dialogue comme cela pourrait être profitable à beaucoup de personnes. Donc voilà. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de commencer à parler de livres, tout en me présentant un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai choisi 5 ouvrages dont je vais parler, j'espère pas trop longuement, qui sont pas nécessairement mes ouvrages préférés, mais qui permettent de dire un peu quelque chose de moi, qui permettent, oui, en un sens de me présenter, de savoir un petit peu, si vous êtes amené à me suivre, ce dont je vais parler, sachant que je considère vraiment, je pense que ça fait déjà 2 fois en 3 minutes que je le dis, donc voilà, mais que les envies de lecture, les goûts, ça évolue beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que je voulais pas parler de livres que j'ai lus il y a trop longtemps. C'est des œuvres que j'ai lues plus ou moins récemment, dans la dernière année, voire l'année d'avant. Et c'est évidemment amené à changer, mais ce sont des œuvres que j'apprécie. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Le premier ouvrage dont je voudrais parler, c'est l'œuvre de Zola. C'est un roman qui a été publié en 1866. Je parle de cet ouvrage parce que c'était une des œuvres de mon corpus de mémoire de littérature qui traitait de la figure de l'artiste. Et l'œuvre, donc, c'est le 14e roman des Rougon-Macquart, sur 20, il me semble, qui raconte l'histoire de Claude Lantier, qui est un peintre, qui apparaît déjà dans Le Ventre de Paris. Mais là, on va suivre un peu plus en détail sa vie et son destin tragique. Ce roman appartient au sous-genre romanesque qui se développe au 19e siècle et qu'on appelle le roman de l'artiste. Donc c'est tout simplement des œuvres qui vont suivre la vie d'un artiste. Il y a aussi à ce titre Manette Salomon des frères Goncourt. Ce qui est un peu précurseur en France, c'est le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Donc on suit la carrière d'un artiste et ses péripéties, souvent ses malheurs, parce que généralement l'artiste au 19e siècle est représenté comme un génie, mais qui vit sur le mode de la passion, son rapport à l'art et à la création, qui est une passion destructrice. Claude Lantier, c'est encore plus subtil parce que c'est le personnage du génie raté, c'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut en lui pour réussir, mais il a aussi en lui, par finalement une certaine hérédité, même si ce n'est jamais expliqué, et qu'on se questionne toujours sur pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Il y a aussi le contexte, parce qu'il est précurseur, promoteur d'un art qui n'est pas encore admis, qui ressemble en gros à l'impressionnisme, cette idée de peinture en plein air. Donc il y a toute une série de facteurs qui font que Claude Lantier ne va pas réussir à mener une carrière brillante, tout en gardant en tête que pour Zola, comme pour les frères Goncourt par exemple, réussir, c'est aussi la qualité du mauvais artiste. C'est celui qui plaît à la bourgeoisie. Bon, je vais pas en parler des heures parce que je pourrais en parler des heures.
Mais c'est un roman très riche, très triste, c'est Zola. Moi, j'ai pas du tout lu Zola de manière exhaustive, hein. J'ai même pas tant lu de romans de Zola, j'en ai lu quelques-uns, notamment Le Rêve, que j'avais adoré. C'est vraiment un auteur que j'ai envie de découvrir plus. Le 19e siècle, c'est mon siècle de prédilection, c'est pour ça que j'ai travaillé dessus en master de lettres. Et voilà, c'est pour ça que j'en parle, je recommande cette lecture d'ailleurs. Le deuxième ouvrage dont je voudrais parler, c'est L'été de Camus, qui est paru en 1954, donc on passe au XXe siècle. Camus, c'est un de mes auteurs préférés en tant que philosophe, comme romancier, comme dramaturge. C'est une personne dont la pensée m'inspire beaucoup. J'ai choisi L'été, j'aurais pu choisir beaucoup d'œuvres de Camus, mais c'est parce qu'il me semble que c'est beaucoup moins connu. En fait, c'est un recueil de textes qui ont été écrits entre 1939 et 1953, il me semble, et qui sont de genres très différents, mais liés par ce rapport à la Méditerranée. Camus revient beaucoup sur les villes algériennes, parce qu'il est originaire d'Algérie, mais on passe aussi en Grèce et en Italie, il me semble. Et donc il y a tout ce rapport à la mer, au soleil, à l'été. J'ai lu ce recueil de textes dans le cadre de mon mémoire de philosophie, parce que j'ai travaillé sur l'amour. Alors ces textes ne parlent pas directement de l'amour, mais disons que j'ai cherché à connaître et comprendre des philosophies de l'existence qui laissent une place à l'amour. Donc c'est pour ça que l'œuvre de Camus est très importante pour moi et a été très importante dans mon mémoire, parce que Camus, ce n'est pas que le mythe de Sisyphe, c'est pas que l'absurde. Il y a une grande part qui est laissée à l'amour, ça je pourrais en faire une vidéo je pense. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Dans ces textes, on rencontre vraiment des points lumineux de la pensée de Camus, donc il y a l'amour, mais il y a aussi la persistance. Vous connaissez peut-être cette phrase qui dit au cœur de l'hiver, j'ai découvert en moi la présence d'un invincible été, quelque chose comme ça. Donc c'est tiré d'un des textes du recueil. Il y a cette idée de la valeur de la vie, de la permanence, et donc c'est très doux, c'est très passionné, et moi ça m'emporte. Voilà. Troisième ouvrage dont je voudrais parler, alors je ne l'ai pas sur moi parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque, et je l'ai également lu dans le cadre de mon mémoire sur l'amour. C'est L'éloge du risque d'Anne Dufourmentel, qui est paru en 2011. Anne Dufourmentel, c'est une philosophe et psychanalyste française qui est malheureusement morte assez jeune et assez tragiquement, mais qui nous a quand même laissé des œuvres assez fortes, notamment L'éloge du risque. Il y a aussi Puissance de la douceur. L'éloge du risque, pour le résumer, on va commencer par ça, c'est aussi, enfin c'est composé de textes, de petits textes, qui présentent les lieux où on rencontre le risque. Et en fait, tout cela mène à défendre le risque contre une société qui cherche à tout assurer tout le temps et à tout prix. Donc on se balade finalement dans des lieux du risque que sont par exemple la peur, ou la nuit, ou le rêve, qui sont quand même des thèmes chers à la psychanalyse. Mais en filigrane, tout au long de l'ouvrage, en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu, peut-être parce que j'avais un biais aussi de lecture, mais on se rend compte que l'amour est toujours présent, un peu comme fondement du risque, et comme finalement ce qui donne aussi sa valeur au risque. Donc c'est vraiment très intéressant. On a à la fois une réflexion philosophique et à la fois des percées dans le travail de psychanalyste d'Anne Dufourmentel, parce qu'on rencontre finalement des discours qui proviennent soit d'elle, soit de ses patients, qui viennent enrichir le texte et le propos. Alors moi je suis pas très versée dans la psychanalyse, et donc il y a des moments où je me sentais un peu plus loin de ce texte et de certains de ses enjeux, mais c'est quand même quelque chose de très très enrichissant et qu'il fallait écrire. Et Anne Dufourmentel, pour moi, à mon sens, incarne un féminisme assez fort et qui me convainc, dans le sens où il y a cette valorisation quand même du lien à l'autre,
sur le mode de l'amour, qui n'est pas du tout un amour naïf. D'ailleurs, elle va jusqu'à revaloriser la passion, ce qui est assez... je dirais pas ce que j'en pense, mais ce qui peut être assez controversé, parce que ça reste quand même revaloriser une passion au risque, et elle l'écrit, de détruire tout ce qui nous entoure. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à tirer de ce texte. Je le présente parce que c'était aussi dans le cadre de mon mémoire, et c'est aussi parce que j'aimerais parler de philosophie sur cette chaîne. La quatrième œuvre dont je voudrais parler, c'est Pedro Páramo de Juan Rulfo, qui est un auteur mexicain. Donc c'est un roman qui est paru en 1955, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Juan Rulfo est un auteur assez mystérieux, parce qu'il a publié ce roman et un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Llano en flammes, que je vous conseille également, mais qui n'a finalement rien publié d'autre en termes de littérature, il me semble, ce qui intrigue beaucoup la critique contemporaine. C'est une œuvre incroyable. Je sais pas comment le dire autrement. On suit Juan Preciado qui a promis à la mort de sa mère de se rendre à Comala pour rencontrer son père qui est Pedro Páramo. Et là-bas vont se passer des choses assez mystérieuses. Il y a quelque chose de magique et de sombre, mais en fait moi ce qui m'interpelle le plus dans cet ouvrage et qui me semble est assez typique de cette littérature du boom latino-américain, de la littérature d'Amérique latine des années 60, c'est ce jeu qui vise à perdre le lecteur. Donc notamment un jeu sur la voie narrative où souvent on ne sait pas qui parle, c'est par fragments, c'est pas chronologique, on revient en arrière mais on ne sait pas vraiment quand et où. Moi je trouve que ça donne quelque chose d'extrêmement poétique, ça enrichit le récit, enfin qui n'existerait pas sans ce jeu-là finalement. Donc voilà, on a ce jeu avec la fragmentation qui est peut-être aussi lié à la fragmentation de l'identité, puisque l'identité est un des thèmes assez forts de ce roman, mais comme il l'est de beaucoup d'œuvres de littérature d'Amérique latine, pour des raisons assez logiques d'histoire en fait. Pour moi, il y a vraiment cette atmosphère qui nous transporte. Je sais pas si j'en parle très bien, je pense que c'est vraiment un ouvrage à lire pour ressentir cette poésie et cette atmosphère assez forte et que je n'ai pas le sentiment de retrouver chez d'autres auteurs. Enfin, le dernier ouvrage, c'est Mes forêts d'Hélène Dorion. C'est un recueil de poèmes en vers libre, rédigé par la poétesse québécoise Hélène Dorion, qui est publié en 2021. Donc on est sur un texte ultra contemporain. Il se trouve que je lis de plus en plus de littérature contemporaine. J'ai vraiment envie de lire plus de littérature contemporaine et plus de femmes. Donc voilà. Cette poésie, alors je l'ai lue parce que il se trouve que ce recueil est au programme du bac de français depuis cette année. Alors je suis pas du tout prof, mais c'est vrai que je travaille en lien avec les programmes scolaires. Donc c'est comme ça que je suis tombée sur cette œuvre, que j'ai beaucoup appréciée, sans en attendre grand-chose. Il y a quelque chose de très doux dans ce lien à la nature renouvelée à travers le regard de la poétesse, parce que ce ne sont pas les forêts mais mes forêts, donc c'est tout cet enjeu du paysage, de la réalité en quelque sorte vue par un sujet regardeur. Donc là on voit vraiment les forêts québécoises dans lesquelles Hélène Dorion vit, à travers son regard. Il y a un lien très puissant à la nature, mais il y a quelque chose d'assez violent en fait, parce que la forêt n'est pas qu'un lieu de développement personnel, d'ailleurs elle n'est pas ça. Elle porte aussi toutes les traces de l'histoire, toutes les traces de la violence. En fait, s'y joignent des enjeux qui sont chers à la poésie d'Hélène Dorion, comme le passage du temps, la mémoire, l'amour. Et cet amour n'est pas sur le mode nécessairement de la tendresse en fait. Il y a quelque chose d'assez dérangeant dans ce qu'on fait de notre rapport aux autres, qui est remis en question à travers ce thème des forêts. Donc voilà, il y a tout cet enjeu de la mémoire, tout cet enjeu de la violence et du lien recréé à la nature en s'intéressant aux plus petites formes de vie qui peuplent ces forêts.
Donc c'est vraiment une expérience très, très intense et que j'ai beaucoup appréciée que la lecture de Mes forêts. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, j'espère que vous l'aurez regardée jusqu'au bout. J'ai essayé de montrer un petit peu quels sont les types d'œuvres que je lis, que j'aime lire, qui m'intéressent, mais c'est qu'une première vidéo, j'aurais envie de tout développer encore pendant très longtemps, et c'est ce que je compte faire sur cette chaîne. Donc voilà, mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de genres différents, d'époques différentes, de personnes différentes. J'aime bien aussi les œuvres au genre un peu indéterminé, qui mêlent différents genres, donc voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et puis, je vous dis à très vite. Faites de belles lectures. Profitez du soleil, s'il y en a chez vous, je ne sais pas. Voilà. À bientôt!